Bonjour à tous, donc, pour cette vidéo, ce que nous allons essayer de voir, c'est les rudiments des manipulations d'une base de données locale au terminal d'Android. Donc une base de données qui va se créer directement sur le téléphone et qu'on va pouvoir accéder en SQL. Donc ce qu'on va faire ici, c'est commencer par créer le projet qu'on va appeler SQLite tutoriel. On va mettre dans notre package. Donc on va voir ici qu'en fait notre projet principal ne va pas nous servir à beaucoup de choses parce que la plupart des tests, on va les faire grâce à des tests unitaires. Donc on va créer un SQLite Activity ici. Finish. Et on va tout de suite aller se créer un projet de test pour pouvoir rouler des tests unitaires qui vont nous permettre de valider que toutes nos créations de tables, créations d'entrée dans la base de données sont fonctionnelles. Donc ici, ça nous permet de réviser comment on crée un projet de test Android. Donc ici, on va l'appeler SQLite tutoriel test. Il nous demande sur quel projet portent les tests. C'est notre projet ici. Et on finit. Donc, la première chose qu'il va falloir savoir, c'est que toutes les manipulations de base de données dans Android tournent autour d'une classe qui s'appelle, et qu'on va étendre, SQLite OpenHelper. Donc qu'est-ce que c'est que le OpenHelper? C'est un objet qui va en fait faciliter l'ouverture d'une connexion à la base de données, qui nous force à implémenter deux méthodes, create. Alors onCreate, qu'est-ce que ça va se déclencher quand le terminal qu'on utilise n'a pas encore la base de données qu'on a demandé. Donc ça va en fait déclencher le code qui va permettre de créer les tables. Et onUpgrade va être quelque chose qui va nous permettre de gérer des versions de la base de données. Donc qu'est-ce que c'est que des versions? Souvent on a à modifier le schéma de base de données, rajouter une table, rajouter une colonne. Le SQL OpenHelper va nous faciliter la gestion des différentes versions qu'on va rendre explicites et du code à exécuter dans la migration d'une version à une autre. Donc on va voir ça en détail un petit peu plus tard. Et puis finalement, on nous demande d'implémenter un des deux constructeurs. Alors on va regarder rapidement ce constructeur, à quoi il sert. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'ici, il va nous spécifier un contexte. Donc c'est le contexte qui va donner accès aux ressources du téléphone ou de la tablette. Le nom de la base de données. Un cursor factory dont on va voir pour l'instant qu'on peut s'en passer. Et une version de la base de données, donc la version qui va être gérée au niveau des onUpgrade ici. Donc ici, juste pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit log pour savoir quand notre constructeur est appelé. Alors pour le log, on va juste définir un tag et ici mettre constructeur et définir notre tag de manière finale ici. Notre tag va être simplement modèle ici. On va pas le mettre final, ça sert à rien. Donc on va importer la classe log qui va nous permettre de savoir qu'on est passé par notre modèle, qu'on a appelé ici modèle. Je vais l'appeler modèle test, histoire d'être sûr de ce qui se passe. On va ici mettre un log ici au niveau de la création. Et comme on va mettre du code à l'intérieur, on va mettre un log à la fin de la création ici. De la même manière, pour être capable de suivre les mises à jour, on va mettre ici un log à la upgrade, en bon français, et fin de upgrade ici. Donc on a écrit un petit peu de code. Ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre en place une classe de test ici, qui va nous permettre de vérifier ce qui se passe. Donc on va aller créer une classe de test Android. On va simplement l'appeler test. Donc ici, petit rappel, pour des tests sous Android, il faut étendre Android test case et que notre méthode public void commence par test. Donc on va faire un test de création ici. Et tout simplement créer un modèle m égale new model. Alors la première chose qu'il va falloir lui passer, c'est un contexte. Donc la classe Android test case nous fournit une méthode qui s'appelle getContext, qui va nous donner un contexte. Le nom de la base de données, donc ici on va l'appeler bd-test. Le cursor factory, donc ici on va pouvoir lui passer null, on pourrait éventuellement lui passer un autre objet. Et la version de notre base de données, on est pour l'instant en version 1. Donc on va aller importer notre modèle.
et exécuter notre premier test unitaire ici sur notre téléphone. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Pas grand-chose, c'est simplement des tests unitaires, mais on va éventuellement pouvoir intercepter quelques exceptions qui pourraient apparaître si jamais on s'y était mal pris jusqu'ici. Donc nos tests unitaires vont commencer à s'exécuter. Alors ce qu'on va rajouter à notre classe de modèle ici, c'est une classe, une méthode en fait, qui va nous permettre d'aller voir l'ensemble des tables existantes voilà, on fait les imports. Donc qui va nous permettre d'aller voir l'ensemble des tables existantes dans notre base de données. Alors on va aller regarder ce code en détail. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? En fait on va créer une liste de chaînes de caractères. On va y exécuter une requête qui va être select name from SQLite master où le type est de table. Donc autrement dit, on va aller demander à SQLite, la base de données au complet, dans sa table SQLite master, qui est en fait la table qui regroupe tout un ensemble d'informations de haut niveau de la BD, le champ name de tout ce qui est de type table. Donc autrement dit, le nom de toutes les tables qui sont actuellement dans la base de données. On reviendra un petit peu plus tard sur le détail de ce code ici, qui permet en fait d'aller récupérer à travers chaque ligne de la BD le champ correspondant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait dans notre test, on va aller appeler cette méthode pour vérifier si nos tables ont été créées. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un petit log i. Alors ici, on va se faire un tag pour nos tests. Tag test-bd. Et on va dire ici liste des tables plus m.allTableNames. Donc on rapporte log, on l'importe et on réexécute notre code. Il se passe quelque chose. Donc on va aller regarder notre log. Donc là, on a eu l'exécution de notre test unitaire avec nos tests de création ici. Et si jamais on regarde notre log, donc ici on va aller chercher par le tag test-bd, et on nous dit que la liste des tables est actuellement Android Metadata. Donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est aller créer une première table ici dans notre code. Donc comment on va faire? En fait on va tout simplement au niveau du onCreate ici, à la base de données, lui demander d'exécuter du SQL. Donc là-dedans, ce qu'on va mettre, c'est un create table bien classique, avec un nom de table. Donc maintenant, ce qu'on va représenter dans notre table, pour notre fin d'exemple, c'est des personnes, avec des champs ici qui vont être un ID. Donc on va les appeler T underscore pour dire que c'est une... C underscore pour dire que c'est une colonne, ID integer, virgule, C underscore nom qui va être de type texte, et C underscore taille, qui va être la taille en centimètres, qui va être integer. Donc une fois qu'on a ça va normalement se déclencher au onCreate et passer à travers ce exec SQL, et donc créer la table. Donc on va relancer nos tests unitaires pour vérifier que tout ça fonctionne correctement. Et se rendre compte qu'en fait, rien ne s'est passé. Alors pourquoi rien ne s'est passé? Parce qu'en fait, la table a déjà été créée dans la version 1. On s'entend, la première fois où on a roulé nos tests unitaires, avec la version 1, il les a créés sur la BD, sur notre téléphone virtuel qui est ici. Et donc, il n'a pas besoin de recréer puisque la table existait déjà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est le forcer à passer à la version suivante. On pourrait aussi désinstaller l'application, mais là, on va voir qu'en fait, on peut le faire avec un upgrade. Et au niveau de notre modèle ici, il va falloir faire deux choses. D'abord, au niveau du onUpgrade,
on va aller supprimer la base de données en tant que telle. Enfin, la base de données, la table. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un drop table personne. Évidemment, ce truc-là, il va falloir s'assurer que ça ne se déclenche que si elle existe. Donc en fait, ça va être un drop table if exists, le nom de notre table. Alors là, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de relativement risqué, au sens où j'ai écrit personne ici, j'ai écrit personne ici, et si jamais je fais une faute d'orthographe, il ne va pas supprimer la bonne chose. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à mettre en place des constantes ici. Donc on va les déclarer final statique, puisque ce sera des constantes. Et ici, on va l'appeler tPerson pour le nom de la table personne, pour s'assurer qu'à tous les endroits où on va le faire, et ben ça sera bien toujours la même valeur qui sera utilisée. Donc on va utiliser ça ici, ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, au lieu de mettre personne explicitement, on va bien aller mettre un t underscore personne. Et qu'ici, on va supprimer personne de cette manière-là. Donc, l'avantage ici, si j'écris t personne sans e, il se rend compte qu'il y a un problème, ma constante n'existe pas, et avec un e, il va savoir qu'elle existe. Donc quand je vais faire un upgrade, je vais faire ceci, et puis évidemment, après, il va falloir que je recrée ma base de données, donc avant de finir. Et pour recréer ma base de données, je vais simplement reappeler ma méthode onCreate, ici, sur ma DB qui m'était passée en paramètre. Donc je réexécute mon code, cette fois-ci j'ai changé la version de mon code. Oups. J'ai changé la version de la base de données ici par 2. Et normalement, on devrait voir le test s'exécuter pour la valeur 2. Hop. Donc là, on voit maintenant que cette fois-ci, il a bien créé ma table personne en plus de la table Android metadata. Donc on a créé notre table avec succès, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est y créer un objet. Alors évidemment, pour y créer un objet, il va sans doute falloir commencer par avoir cet objet-là. Donc on va aller créer la classe de personne pour encapsuler les différents champs, auquel on va fournir un identifiant qui va être un long, un nom qui va être de type chaîne de caractères, et une taille qu'on va dire de type integer. Alors là, pour aller plus rapidement, ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon code, je vais utiliser Eclipse pour générer les getters et les setters de chacun de ces champs. Et je vais également demander à Eclipse de me générer un constructeur. Donc un constructeur en utilisant les champs, qui ne prendra pas le ID, parce que le ID va être géré par la base de données, mais qui va prendre le nom et la taille. Donc voilà, j'ai ma classe, et maintenant ce que je vais faire au niveau de mon modèle, c'est mettre en place les squelettes de mes deux méthodes que je vais vouloir récupérer. Alors la première, ça va être une méthode qui va me sauver une personne en base de données. Et la deuxième, une méthode qui va me renvoyer la liste de toutes les personnes qui sont en base de données, qu'on va appeler getAllPerson. Alors pour l'instant, évidemment, je ne l'ai pas implémenté, donc je vais simplement renvoyer null. En fait, non, je ne vais pas faire ça parce que c'est une mauvaise idée. Je vais faire un new illegal argument exception pour signaler que la méthode n'est pas encore implémentée. Hop. Donc là, la question, ça va être comment mettre en place la méthode save. Alors la méthode save va principalement rentrer autour d'un objet content_values, qui va être l'objet qui va nous permettre de passer de l'information à la base de données. Donc on va faire un content_values ici. Alors dans content_values, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va pousser des champs d'information. Le premier élément, ça va être la clé, autrement dit le nom de la colonne, et le deuxième élément, ça va être la valeur, autrement dit la valeur à mettre dans cette colonne. Et là, on va se retrouver avec le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les noms des colonnes, je les ai mis explicitement ici, et donc, je vais avoir besoin, encore une fois, de me créer des constantes
pour chacune de mes colonnes. Donc, je vais les appeler CID pour ma colonne. Et ce que je vais mettre comme valeur dedans, c'est tout simplement CID de la même manière. Mais c'est simplement pour avoir le même fonctionnement que tout à l'heure, c'est-à-dire la garantie que mes constantes sont toujours bien écrites. Alors, si vous êtes très sûr de vous, évidemment, vous pouvez vous abstraire de éviter cette étape-là. Par contre, évidemment, très souvent, on va avoir tendance à faire ce type d'erreur. Donc, c'est quand même une approche qui est conseillée. Donc ici, je vais remplacer par mon CID. Et puis, par là même, ça va avoir du sens maintenant de l'écrire sur plusieurs lignes. Autrement dit, j'ai commencé ma création de table. Et ici, pour chaque champ, je vais aller y rajouter le nom. Une ligne pour chaque champ. Ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de ma table. Voilà, si je mets 2-3 tabulations ici, je peux même voir tous mes types alignés et donc plus lisibles. Alors au passage ici, on voit que notre CID integer va sans doute être la clé primaire, donc on va directement annoncer que ça va être le primary key et lui demander de l'auto-incrémenter, ce qui est quand même quelque chose de relativement courant dans les bases de données. Donc on a fait cette modification là. Ici, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est donc lui spécifier que le C-nom va être en fait le nom de la personne, donc un p getNom, et que de la même manière, sa taille, donc le c taille, va être la taille de la personne. Voilà. Alors maintenant, au niveau de la sauvegarde, il va y avoir deux cas. Le premier cas, c'est l'objet qu'on est en train de créer existe déjà, donc en fait on essaye de le modifier. L'autre cas, c'est cet objet n'a jamais été créé, et donc on va être en train de le créer. Alors la grande différence qu'on veut utiliser, c'est qu'en fait au niveau de l'objet, on va considérer que si le ID est null, donc autrement dit si le p.getID est nul, cet objet n'a jamais été poussé en base de données, et on va le mettre avec sa bonne valeur à la première écriture. Par contre, si jamais il n'est pas null, ça va être une mise à jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va faire, dans le save, on va faire deux cas, la création et la mise à jour. Donc si on se retrouve dans la situation où ID est égal à null, on va être en mode création. Dans le cas contraire, on va être en mode mise à jour. Alors, en cas de création, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller récupérer une base de données. Donc, l'objet OpenSQL Helper vous donne accès à deux types de bases de données, lecture seule ou écrivable, inscriptible. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller récupérer une base de données inscriptible, parce que là, ce qu'on veut faire, c'est écrire, et lui demander de faire un insert. Insert va prendre trois paramètres. Le premier, c'est le nom de la table. Alors maintenant, on a une variable tperson pour le nom de la table. Un paramètre qui va nous permettre de spécifier quelles sont les colonnes qu'on veut écrire ici, dans ce cas-là, c'est toutes, donc on va dire null, qui va valoir toutes. Et finalement les valeurs, qui est ici v. Ceci va nous renvoyer le ID. Comme on veut, à partir du moment où on a sauvegardé, pas besoin de le redéfinir, une fois, maintenant qu'on a récupéré ce ID, il va falloir aller le mettre dans l'objet, pour que, aux écritures, en fait, aux appels successifs de save, il sache que cet objet a déjà été mis dans la base de données, et que donc, il faudra mettre des mises à jour et non pas des créations. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire le cas de mise à jour directement après. Alors, dans le cas de la mise à jour, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va tout simplement demander une base de données inscriptible, encore une fois. Alors vous voyez qu'on fait plusieurs appels à this getWriteableDatabase. On pourrait mettre une référence vers cette base de données en cache au niveau de notre classe. On ne va pas le faire ici juste pour des soucis de clarté. Donc ici, dans un update, qu'est-ce qu'on va spécifier? La table, donc ici ça va être notre table personne.
Et ensuite, ce qu'il va falloir indiquer, c'est les valeurs, donc notre V, et finalement une clause where. Donc on pourrait mettre à jour ces valeurs pour tout un ensemble d'entrées dans la table. Ici, il va falloir qu'on spécifie quel est celui qui est concerné. Autrement dit, c'est underscore ID égale point d'interrogation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire qu'en fait on va aller mettre à jour les champs dont la colonne ID est égale à la valeur de paramètre. Alors où est-ce qu'on va passer la valeur de paramètre? Ici, sous la forme d'un tableau de chaîne de caractères qui va contenir la valeur de ID. Donc pour avoir la valeur de ID sous forme de string, on va faire un string value of du ID. Alors évidemment, ça fait un petit peu de paramètres, donc on va se les mettre en colonne alignée pour mieux voir ce qui se passe ici et obtenir le résultat jusque là. Alors évidemment, à ce moment-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en place un test de sauvegarde ici dans la base de données. Donc on va demander tout simplement à changer ici. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelques modifications dans nos noms de table, donc pour avoir la certitude que tout a bien fonctionné. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est dans M, faire un save d'un produit, d'une personne, pardon. Donc évidemment, il va falloir créer cette personne un petit peu avant. On va ici demander à créer un nouvel objet personne. Oups. En lui passant deux paramètres, son nom, mettons Paul, et sa taille en centimètres, mettons 183 cm. Donc on va aller faire l'import de Paul ici, et faire la sauvegarde de P. En exécutant nos tests, on va pouvoir s'assurer que cette écriture en base de données ne lève pas d'exception, ce qui est déjà un début, et ensuite on va aller regarder comment aller lire les éléments dans la table de données, pour s'assurer que ce qu'on avait écrit y était bien. Donc ça va nous donner un premier, notre deuxième test unitaire finalement. Donc pour l'instant tout s'exécute correctement. Si on regarde ici, on a eu à nouveau la création de nos tables, et ici notre log s'est exécuté deux fois pour le deuxième élément. Donc comment on va savoir qu'est-ce qui a été exécuté en base de données? Là on va commencer d'abord par relire notre méthode allTableNames. Donc allTableNames, ce que c'est finalement l'exécution d'une requête sur une table, SQLite master, en spécifiant un certain nombre de colonnes avec une clause where. Alors ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a exécuté une row query, c'est-à-dire quelque chose qui est directement passé comme du SQL sur une readable database. Et ensuite, on a récupéré un objet cursor. Donc pour voir un peu le détail, on va décomposer notre requête getAllPerson en deux. La première chose, c'est qu'on va aller jouer avec un cursor. Alors le cursor, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas mal la méthode qui est utilisée dans Android pour tous les résultats. Donc on va appeler ça getAllPerson as cursor. Oups, cursor, voilà. Et s'inspirer de notre exemple en fait. Donc tout ce qu'on va demander en fait, c'est aller chercher une base de données. Ici, on a juste besoin d'être getReadable. Et on va aller exécuter une row query. Tac. Qui va aller chercher tous nos éléments. Donc qu'est-ce que ça va être ici? Ça va être un select étoile from et le nom de notre classe qui était t underscore person, et ici aucun paramètre. Ceci va nous renvoyer directement le cursor qu'on voulait récupérer. Donc au niveau de nos tests, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller regarder ce qu'il y a dans ce cursor-là. Donc on va faire un troisième test, getAll, où ici on va aller récupérer le cursor C, qui va être le résultat de un m.
getAllPerson as cursor. Donc une fois qu'on a récupéré ça, ce qu'on va aller regarder, c'est dans notre log, quelques informations sur le curseur en question. Alors on va aller appeler quelques méthodes qui sont à l'intérieur de lui. Donc on va avoir le c.getColumnCount et le c.getCount. Alors on va exécuter nos tests une première fois et regarder le résultat. Donc, ce qu'on voit ici, c'est encore une fois nos affichages de liste de tables. On voit curseur 3 sur 3. Alors, on va relancer le test unitaire pour voir un petit peu ce qui se passe si on les réexécute. Une deuxième fois dans la foulée. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ici, on a un curseur 3 sur 5. Alors, pourquoi le curseur 3 sur 5? Tout simplement parce qu'ici, au niveau du comptage de colonnes, on en a 3. Pourquoi on en a 3? Parce que dans notre personne, on a ici 3 champs, ID, nom et taille. Et pourquoi on a eu 3 sur 3 puis 3 sur 5? C'est parce qu'au niveau de nos tests, à chaque fois qu'on lance notre suite de texte au complet, on a la création de 2 nouvelles personnes. Donc j'en avais une au début, ensuite j'en ai eu 3, ensuite j'en ai eu 5. Si je relance mes tests encore une autre fois, je vais maintenant avoir 3 sur 7, puisque je vais avoir réexécuté mes tests 2 fois à l'intérieur de mes tests unitaires.